Alors, bonjour Iman. Et Bonjour, Iman qui est venu pour la première fois cette année-là à Caravan-Tirmark. Et moi, j'aimerais bien savoir quand c'était la première fois que tu as entendu parler de Tirmark ou bien de Caravan-Tirmark. Euh, J'étais toujours à l'école des Beaux-Arts en ma deuxième année et je connaissais Lutfi. Il m'a parlé de toi, il m'a parlé de Caravan Tirmert et il allait participer lui aussi. Et c'était la première fois que j'avais entendu de Caravan Tirmert, ce que je me rappelle. Mais après, de manière plus proche, je t'ai rencontré à l'Institut des Beaux-Arts avec les étudiants du troisième année et qui l'année dernière ont été à Tirmert. Et là, j'ai pu entendre leur expérience qui apparemment était euh, très belle, très intéressante. Et, euh, et voilà, ils m'ont raconté comment a été l'énergie là-bas, comment beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, ils étaient pendant leur dernière année, ils préparaient leur projet de fin d'études et le fait d'être à Tirmert, comment il a été important pour voir les choses autrement et pour un peu sortir de l'école et apprendre d'autre part. Et voilà. Et ça m'a donné envie, en fait, aussi de participer. J'étais curieuse et j'étais aussi intéressée. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'intéressait? Les gens, les lieux, euh, les types de travail qu'on pouvait développer là-bas en tant qu'artiste? Et c'était la question aussi de partir dans un lieu loin de tout. Il faut rappeler Oui, que tu es de Fès, mais que ta famille, tes grands-parents sont à Kader Ben Mohamed de la province de Taounat. Et je sais que bon, d'abord que tu as eu aussi une belle expérience, je pense, à Moulay Bouchta lorsqu'on a organisé avec Gilles Soubri, Abdel Jalil Saouli, Sahra, où oui. on avait les mêmes types je sais pas si des problématiques ou des possibilités de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de les grandir, mais où il y a des sujets comme la ruralité et la place de l'art contemporain dans des lieux pareils que on peut trouver des ressemblances entre Tirmart et Moulay Bouchta et aussi Karia Ben Mohamed. C'est pour ça que si je sais que tu avais une autre perspective, oui, en venant peut-être d'une grande ville, mais aussi avec un pied toujours à la campagne. Je ne sais pas si cela te disait quelque chose ou pas forcément. Si, si. Ça me fait penser à une discussion avec une jeune femme d'une famille nomade qui n'était pas loin de notre résidence à Tirmert. Et elle m'a demandé d'où est-ce que tu viens. Et je lui ai dit de Fès. Et elle m'a dit, ah, tu viens de la colline. Tu viens là où il y a les terres fertiles, la verdure et tout. Je lui ai dit oui. Et elle m'a demandé comment tu as rencontré les gens qui sont venus avec toi maintenant. Et j'ai commencé à lui raconter, l'histoire de Moulay Bouchta. C'est là où en fait j'ai rencontré Ahmed la première fois. Et voilà. Et de là, je peux justement revenir à ce que tu viens de dire sur l'expérience de Moulay Bouchta qui était très intéressante. C'était là où j'ai eu la chance, nous avons tous alors, eu la chance de passer du temps euh, ensemble et de marcher, de réfléchir, de discuter, d'être là. De, et c'était très important. Et
aussi, à Tirmet, à part, c'est tellement loin, c'est là au sud, mais les choses elles se passent avec autant de fluidité, autant de manière très naturelle. Et, euh, et voilà, tu as accès à être parmi des gens que tu n'aurais jamais rencontrés si tu n'étais pas là-bas. Tu es confronté à des questions par rapport à l'art, par rapport à la création qui sont très essentielles. Et, euh, et voilà. Et normalement, les attentes que tu avais avant d'arriver à Dirmat, une fois que tu es arrivé, que tu as vécu l'expérience, que tu sais que tu vas revenir dans 2 mois et demi, est-ce que c'était un peu comme tu pensais ou euh, tu as ressenti ou tu as des expériences que tu t'attendais pas? Notamment depuis que tu te Euh, trouves dans un territoire aussi loin de chez toi, avec des gens qui parlent le Hassania, euh, avec notre type de paysage qui n'a rien à voir avec les tiens. euh, oui, en fait, il y avait des choses que je m'attendais, que j'ai pu rencontrer. Il y a des choses que j'ai pu découvrir, vu que c'était la première fois. Mais il y a plus de choses que j'ai découvert que des choses que je m'y attendais. D'ailleurs, être, être dans le désert ou dans où la vue, elle s'étend, elle est pas, l'horizon, il est très loin. Et, euh, et même pendant une autre discussion avec une femme, elle a pu regarder trop loin pour me montrer un troupe de moutons et j'ai pas pu le voir. Et de là, je me suis rendu compte cette notion de vision liée à la géographie, liée à l'horizon et comment ça varie. Et, euh, et voilà, mais à part ça, les premiers jours à Tirmerz, euh, j'étais un peu triste déjà de voir les palmiers noirs, d'arriver après l'incendie pour cette première fois. Les gens de l'équipe et les autres qui étaient déjà là-bas me disaient que ça, ça a été encore plus beau pouvait rencontrer des gens même après la pandémie et tout. Euh, mais déjà, les premiers jours, c'est le moment où tu commences à reconstruire l'image que tu as du désert. Parce que beaucoup de choses, mais Ahmed, la dernière fois, en parlant du désert et du sud, il m'a dit le désert, ce n'est pas Merzouga, ce n'est pas que les dunes et que le sable et qu'il n'y a rien du tout. Et à l'Oasis, c'est là où il y a les sources de l'eau et le palmier, les champs où se fait l'agriculture. Et, euh, et voilà, la culture hassani qui est aussi importante. Comme je suis très intéressée à la notion du rythme et de la musique et sa correspondance avec le paysage et avec la géographie, je trouve que le, mon intérêt dans dans l'oasis de Tirmerz, il est, en fait, ce que je sais de la musique, du rythme, dans sa liaison avec le paysage, il commence à se reconstruire à nouveau dans ce nouveau paysage. Et ça prend du temps à se mettre à l'écoute, à être là-bas. Et je peux dire que même il y a un fragment qui s'ajoute à cette conception de la musique au Maroc et dans son paysage. Par contre, malheureusement, cette année-là, pratiquement, il n'y a pas eu de musique dans le cadre de Caravan Tirmat. D'un côté parce qu'on n'a pas organisé des concerts, mais aussi parce qu'on a essayé de rester un peu à l'écart
de toute la population, mais il est vrai que là, du côté de la musique, d'abord, il y a des instruments que normalement on n'utilise pas. Mais après, il y a des musiques qui ont beaucoup évolué, notamment avec la guitare électrique. Mais après, il y a aussi, il y a aussi une évolution la guedra qui est la plus connue. Mais par contre, je te propose que la prochaine fois, si on peut, que tu ailles chez les nomades et que tu apprennes comment ils font de la musique et avec quoi, avec les objets qui sont là-bas. Hein. Mais, Oui, grave. Et déjà, il y a eu une fête de mariage à côté de la maison d'Ahmed. Et ouais, c'était trop cool. Un peu de voir de loin, mais aussi nous étions. J'étais présente pendant voilà, un petit moment avec eux. Et c'était très beau. Voilà, cette coïncidence. C'était très belle d'être présent pendant la. C'était une belle coïncidence. Et voilà, j'ai pu être présente pendant un petit moment et de danser un peu, voilà, d'écouter de la musique. Et oui, c'est une belle expérience. Nous avons aussi rencontré un musicien du village et pendant quand nous étions en train de planter voilà, dans pendant le petit champ, nous avons planté des plantes. Et il y avait un musicien qui était avec nous, qui nous a aidés. Et nous avons chanté pendant la culture de ce chant. Et c'était génial. Et même avec Slama, avec Rassan, avec Zaragan, avec Ahmed, avec Mohamed Arjdal. Ils ont pris quelques CD de Gulmin et ils ont écouté de la musique et, pendant la route. Et, et oui, c'était des moments très marquants. À deux reprises, tu m'as parlé des deux femmes avec lesquelles tu as pu parler et qu'ils t'ont montré des choses, ils t'ont fait voir des aspects liés au désert que tu t'attendais pas. Et je sais pas si tu avais lu, mais une des choses qu'on disait par rapport à Caravantirmart, c'est que le désert, ça nous ouvre la possibilité de pouvoir faire confronter des artistes plasticiens à pas qu'un environnement, mais aussi à des gens que apparemment ils n'ont rien à voir avec l'art contemporain, mais qu'à un moment donné, tu es forcé à pouvoir parler avec eux pour demander des choses. Est-ce que tu as perçu ces rapports entre artistes comme toi, ceux qui ont été avec toi et les gens là-bas, il y a eu vraiment une barrière ou vous savez où la nécessité de casser cette barrière? Je crois que cette barrière, elle est pas très rigide, elle n'est pas là, si j'ose dire. Tout est dans l'interaction, dans le partage, dans l'hospitalité. Le moment que tu es là, on sent que voilà, il faut être sensible à parler avec les gens, à leur demander là, comment ça va, à parler de la vie, tout simplement. Et à apprécier des choses ensemble. Et en fait, il y a peut-être cette différence d'origine, de géographie, de vision de monde, mais qui nous permet aussi d'échanger autour de plusieurs trucs. Et comme par exemple, quand j'allais demander de la laine chez la maison de Zaragan, et, euh, et j'ai parlé avec sa mère, et elle m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire avec la laine. Et
Et là, je lui ai dit que je vais d'abord l'entretenir, la laver. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je fais avec du savon, avec du sel ou juste la laisser la laisser dans le soleil, sécher dans le soleil. Et après, Zaragan, il lui a expliqué que je vais, voilà, euh, faire une installation avec, en sorte que je vais faire pousser de la laine dans la terre. Et ça a paru un peu, je sais pas, mais il a dit oui, pourquoi pas. Et c'était bien ce moment de discussion. Mais déjà, en parlant de la laine comme matériau, en le moment de son entretien et de recherche de forme, et beaucoup de gens ont eu de l'intérêt à toucher la matière avec moi, à me raconter qu'est-ce que leur expérience avec cette matière. Et les enfants, eux aussi, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut jouer avec toi avec de la laine. Khelti Mina, la maison d'Ahmed, elle m'a montré comment on fait un fil de laine. Elle m'a raconté qu'elle faisait avant et que beaucoup d'objets avec la laine, et elle le fait plus, mais ça lui donne envie de faire des trucs, de continuer à faire. Et voilà, je crois que le matériau, le moment de réalisation, ça rassemble voilà, l'artiste et les autres. Et de là, la notion d'artiste, elle se dissout un peu. Et c'est pour cela, voilà, c'est ce qui brouille la barrière. C'est quand il n'y a plus cette notion d'artiste qui sait l'artiste, qui crée l'artiste tout seul, qui fait des choses. Mais c'est dans le moment de laisser participer, en fait, voilà, l'artiste lui-même qui participe à des choses avec les autres, qui se met à l'écoute, qui demande. Et, euh, et ça, c'est très important dans la création artistique. Et le moment quand tu touches à la matière, quand tu travailles, les autres, ils appellent ça un jeu, je sais pas, tu fais quelque chose de belle, tu crées, comme dans le sens de craft, et tu joues avec tes mains, tu joues avec le matériau, et c'est amusant, et ça devient un axe, un facteur de collectivité. Et ça crée de l'intérêt, et ça crée le dialogue. Et ça, euh, et ça, c'est très important. Et alors maintenant, tu comprends mieux les jours où j'ai entendu que tu cherchais des sifflets à Marrakech pour pouvoir l'amener à Pirmart et que tu t'inquiètes et que d'un côté Arda, d'un côté moi, tu disais non, t'inquiète pas, mais pourquoi tu vas amener un objet que si on ne trouve pas là-bas, tandis que c'est mieux d'utiliser les choses que tu peux trouver sur place, non? Parce que moi, je pense que oui, si jamais tu aurais pu acheter le sifflet à Marrakech et l'amener, oui, tu aurais pu passer, tu aurais pu faire des expériments avec les enfants, mais tu aurais raté ce que tu viens de dire, non? Ces moments avec les gens qui sont là, qui connaissent d'aller d'une façon, et les enfants qui essayent de jouer, mais que peut-être ils sont en train de te montrer d'autres façons de faire avec. C'est-à-dire que c'est ce type d'échange entre les gens de la population et que je sais que c'est pas évident, c'est pas évident d'arriver à Tierkmat en tant qu'artiste et puis être confronté avec certaines personnes là-bas. Non? Et, et qu'est-ce que tu as fait avec la laine? Tu l'as entretenue, comme tu as dit, tu l'as travaillé, et après tu as fait quoi? Avant de parler de la laine, juste en bref, pour le sifflet, même avec le sifflet, c'est un outil, c'est un très bel objet quand même. Faire un à Mouloud et qu'il a cassé enfin pour
pour découvrir peut-être comment ça marche. Il a jeté, après il l'a cassé complètement. Mais même quand il a été cassé, on a continué à jouer avec. Et, et c'est comme ça qu'on a découvert comment un peu ça marche. Et l'idée, c'était juste quand on vient de parler du jeu, comme un facteur qui amène les gens à jouer, à s'amuser, à partager des choses. Et c'était ça un peu l'idée du sifflet. Mais, mais certainement, il y a d'autres choses qu'on peut faire sur place et avec les moyens qu'il y a. Pour la laine, l'idée, je reviens au moment où je discutais avec la jeune femme qui s'appelait Suad. J'étais avec Lamia, Inès, chez elle dans leur tente et en train de parler, de boire du thé. Et le moment où il m'a montré le troupe de moutons qui arrivent, et cette idée de vision et tout, je me suis demandé, là où il y a les nomades, il y a toujours les moutons et leurs troupes avec eux, et ils se déplacent en fonction. Après, j'ai demandé à Ahmed, j'ai demandé à Slama. Slama, lui aussi, qui vit nomade, qui mène la vie de nomade, il m'a dit c'est que les nomades, ils voyagent en fonction pour trouver de l'entourage et pour leurs moutons, je ne sais pas comment dire, pour Ksiba Dialom, ils voyagent pour trouver de la nourriture, de l'herbe que leurs moutons peuvent se nourrir. Et, et voilà, j'avais l'idée en fait de travailler avec la laine qui, déjà chaque été, ils coupent ils coupent la laine pour alléger un peu, vu qu'il fait chaud, pour alléger les moutons de la laine. Et ces chutes de laine, c'est ce que j'ai pu récupérer de la maison de Zaragan. Et je voulais faire pousser dans la terre un petit champ de laine. Et comme si la laine et les moutons, en l'occurrence, c'est la richesse. Et c'est un peu l'herbe qui pousse dans le désert. Et c'est ce qui fait circuler les nomades. Et c'était un peu dans cette direction. Mais j'ai pu développer cela que dans les 4 derniers jours, là où j'ai récupéré la laine et j'ai fait un peu les formes de l'herbe. Mais j'ai pas pu encore les semer ou bien les cultiver dans la terre. Et voilà, c'était ça un peu l'idée de la terre, de la laine et la relation avec la terre. Oui. Et, et le concept de la laine en soi-même, est-ce qu'elle a changé pour toi du moment où toi ouvres un contact avec ces nomades, avec les troupeaux de ces nomades, en sachant que aussi comment ils se déplacent? Parce que c'est pas la même chose de les prendre de ce type de chutes de laine que d'aller, je sais pas, de les prendre des moutons qui sont dans une parcelle toute petite. Oui, déjà, je pouvais déjà acheter des fils de laine qui sont déjà faits. Mais même la laine, par exemple, de là où je viens, elle est, avec, on fait les tapis et tout. Et c'est différent. Comment ça a changé la vision en fait de la laine? Parce que j'ai commencé à toucher cette matière à l'école et j'ai pas pu la mettre quelque part où ça peut avoir un sens. Euh, et le moment où j'ai pas pu en fait percevoir de près sa richesse et sa valeur. Elle est,
elle a la valeur d'être le tapis, dans la sacralité du tapis, dans comment voilà, elle prend de la couleur et puis elle se transforme et en construisant la surface du tapis, elle a beaucoup de signification. Elle symbolise la richesse là où tu vas, mais dans le désert et la laine sur le mouton et que sa vie est prioritaire pour dans la famille pour les nomades. C'est que Et tu n'as la vie des moutons est ce qui fait leur vie aussi, qui dirige et qui conduit leur circuit de voyage. mais tu n'as pas pu travailler avec la laine du chèvre ou des chameaux, des dromadaires. Non, déjà, c'est pas la saison où ils coupent la laine. Ils font ça jusqu'au l'été. Et beaucoup de maisons, ils ont perdu la laine pendant l'incendie déjà. Et j'ai dû partir avec Mohamed jusqu'à Fas, chez Zaragan, pour récupérer de la laine qui l'ont depuis 3 ans. Et, et puis le mois de mars, tu aimerais bien continuer à travailler sur quoi? Quel type de sujet t'attire maintenant, une fois que tu étais déjà là une semaine? Mhm. Tout en sachant, je répète encore une fois, que vous venez pas là pour produire une installation. Vous pouvez le faire, mais c'est pas le but. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Déjà, l'idée dans le travail de la laine et tout ce que je viens de raconter, c'était de le faire avec une famille nomade. C'est d'être là et de travailler la laine avec eux et que tout ce travail soit un prétexte pour être là et pour passer du temps et pour passer le temps du partage à travailler ensemble la laine, à parler de la laine, à parler de la vie, à parler je sais pas, de plein de trucs. Et, euh, et après, quand on choisit ensemble, là où on peut la semer, l'installer devant leur maison et que ça puisse avoir cette signification. Déjà, quand je suis revenue, j'ai pris avec moi les, la partie de la laine que j'ai déjà commencé à travailler. J'ai laissé un peu pour Khaltimina, il voulait bien en prendre. Et voilà. Mais peut-être si je reviendrai, il y aura autre chose qui seront là. Euh, Peut-être j'aurai avec moi plus de sifflets. mais mais Non, je mais sais pas. moi, je te conseille vivement d'aller passer toute la semaine avec une famille nomade. Là, tu vas vraiment faire un master que tu pourrais faire nulle part, dans aucune université. Tu verras, hein, tu verras. Malheureusement, aujourd'hui, les nomades qui sont au Maroc, ils bougent pas autant qu'avant. Ils bougent dans certaines régions. Mais je te signale que je crois que dans la région de tes grands-parents, il y a encore des nomades. À Moulay-Bouchta, parfois, j'ai posé la question des gens. La plupart me disaient non, 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 mais je me souviens plus qui m'avait dit. Non, non. De temps en temps, on voit passer des nomades. Non. Et aussi, je te rappelle Ah que oui. la fortification qui est à côté de Moulay-Bouchta, à Mergou, c'est de l'époque almoravide. La fortification qui est à côté de Tirmar Asret, il est d'époque almoravide aussi. Et que sont des fortifications qui étaient dans les chemins des caravanes. Et que si jamais tu voulais, tu arrivais à Tirmar, à Lamta, et tu voulais continuer ton chemin vers le nord, et surtout notamment vers l'Europe, il fallait passer par Karia Ben Mohamed, Moulay Bouchta, Ouazzane, Chefchaouen, Titouan, Ouassepta, Delika, Ouais. Jebel Même, Tarek.
Là, quand j'étais à Marrakech, au 18, il y a le programme AWEL et nous discutons de l'oralité, des chants et tout. Et pour les nomades, et en général, pendant quand ils coupent la laine des moutons, ils ont un genre de chant qui s'appelle Tinkloussi. Et chaque fois qu'il se déroule chez quelqu'un, quand il coupe la laine, il fait une fête et ils ont un chant qui est en relation de cette activité. Et, euh, Mais et les nomades à Tirmat aussi? non, c'est des nomades dans la région de l'Atlas, Non, vers Emmeneur. mais à Tirmat, tu as posé la question à Tirmat? Non, parce que je ne savais pas encore. Mais de retour à Marrakech, nous avons discuté de cela et de là, j'ai découvert le fait qu'il y a des chants qui accompagnent cela. Mais après, certainement, je voudrais bien poser cette question et encore plus de questions. Parce que j'ai visité les nomades à Tirmert qu'une seule fois. Et après, nous sommes partis dans le désert tous ensemble, comme des nomades, avec Ahmed et toute l'équipe. Mais certainement, la prochaine fois, quand je reviendrai, je voudrais passer beaucoup de temps qu'avec les nomades. En tout cas aussi, tu sais que peut-être les principaux buts avec Caravane Tirmat, c'est aussi de montrer les possibilités qu'une région comme peut être Guelmim, mais aussi Zagora ou bien Rachidia peut offrir aux artistes en tant que chambre de recherche, parfois des productions artistiques. Ça, tu connais Mohamed Ardad, tu connais Mbak Bouchichi, aussi, qu'est-ce que cela peut donner, non? C'est-à-dire que c'est qu'on encourage aux gens, c'est voilà, tu viens une fois, tu viens deux, tu viens trois à Tirmat, mais aussi après chacun continue ses recherches où ils veulent, quand ils veulent. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des gens comme toi qui ont cette curiosité, sinon tu ne serais pas là à Tirmar, bien évidemment. Non? D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui postule parce qu'ils disent qu'il n'y a rien à faire dans un lieu pareil. Non? Tant pis pour eux. Et presque pour finir, et par rapport à l'événement, même si c'était un peu différent cette année-là, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien changer pour la prochaine fois? Des choses que tu n'as pas trop aimées ou des choses que tu aurais... Bon, maintenant, tu viens de dire que tu préférerais passer plus de temps avec les nomades. Oui, ça pour l'instant, c'est ce que je pense. Mais je veux bien déjà adresser maintenant voilà, ma reconnaissance à Ahmed et à toute l'équipe qui était. Nous avons passé un bon moment à partager beaucoup de choses. Et voilà, cette année, je trouve qu'elle a été très spéciale. Il y avait une très belle énergie quand même et une volonté de travail et voilà, d'échange. Et ça nous a fait plaisir. Et, euh, et oui, et déjà l'idée de faire quelque chose, c'était trop bien de prendre ce moment pour moi personnellement, pour réfléchir à être créatif, être loin d'où tu es, relativiser les choses, voir les choses autrement, apprendre, euh, je sais pas, déconstruire, reconstruire plein de choses dans ma perception, dans l'imaginaire que nous avons et ajouter, enrichir euh, notre âme et notre pratique avec de nouvelles choses que nous rencontrons. Ça, c'est très beau. Et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, des choses à améliorer à Tirmers ou tout. Décembre, il fait trop froid.
Mais je ne sais pas. J'aurais préféré venir en printemps, peut-être. Mais, euh, mais je ne sais pas. C'était ma première fois. Je viens de découvrir des choses. Je n'ai aucune idée à ce qu'on peut encore améliorer. Parce que déjà, le moment où je me suis rendu compte que il n'y a pas cette urgence de produire, de créer, de faire quelque chose, c'est tout simplement d'être là, de réfléchir, d'être sensible. C'était un moment de vie très important où tu te poses des questions très essentielles. Tu as besoin d'être dans cette géographie aussi loin pour oser les poser. Et tout. Et c'était un voyage très important. Bon, on attendra la suite du mois de mars. Yannick, on verra. Il sera peut-être pas trop froid, mais peut-être qu'on aura un peu plus de la pluie. Mais ça, il faut l'accepter. Hein. Nous, on a passé de 44 degrés quand on a fait les éditions en juillet. Après, on a eu du froid, on a eu de la pluie. Mais ça fait partie aussi de l'expérience de vivre ce territoire de plusieurs moments, dans plusieurs conditions, des contraintes. Là, c'est quelque chose, moi, que j'ai appris des nomades, c'est d'adapter, d'assumer ce qu'il y a dans chaque moment et d'en profiter, ou pas de râler, voilà, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut. Non. Je l'ai dit juste pour dire qu'il n'y a rien. J'ai juste dit qu'il fait trop froid parce qu'en fait, il faisait trop froid, tout simplement, ou il pleut, ou il fait trop chaud. C'est normal, mais juste l'ai dit parce que j'ai rien à dire à On qu'est-ce avait, qui est à. on avait dit, il faut amener des choses, il va faire froid. Ouais, c'est clair, mais ouais. Et j'avais spécifié exactement, même si les températures, vous regardez sur Internet, ne vous semblent pas trop froides, attention, les changements rapides de température, dès que le soleil disparaît, les corps ne s'habituent pas. Mais bon, la prochaine fois, tu verras, le mois de mars, tu vas venir bien équipé. Inch'Allah. Notamment si tu vas passer la plupart du temps avec les nomades. Je te signale déjà que normalement, parfois, les nomades, ils dorment tout le temps en dehors. Et ça, quand j'ai vu les tentes, les haïmas d'Ahmed, et je vous ai vu là-bas, et j'ai dit, mais pourquoi les tentes? Non, mais il fait froid. Quoi? Personne a dormi à la Belle Étoile? Si vous dormez pas à la Belle Étoile dans le désert, vous n'avez pas l'expérience complète. La prochaine fois, interdiction de dormir sous la tente, tout le monde dehors. Aïe. Ouais. Après, vous allez vous poser la question pourquoi on n'a fait pas ça avant. Souviens-toi, ce que je viens de te dire. Pendant l'été ou le printemps, mais pendant l'hiver, dormir à la Belle Étoile. C'est dormir à la Belle Étoile. Tu amènes ce qu'il faut amener. Comment j'ai pas réfléchi à ça? Bon, on a eu cette expérience déjà avec des gens qui voulaient pas, qui craignaient dormir dehors, pas pour les femmes, mais pour les bestioles et tout ça. Et après, ils nous ont dit, wow, j'aurais dû le faire avant. On verra le mois de mars. Oui, c'est clair. Pendant toute cette année d'avril et puis en septembre et décembre, je me suis dit avec aussi avec les amis, ce sera trop cool de venir même en décembre, même vers la fin de cette année. Ça manquera quelque chose. En fait, ne pas partir à Zermatt, même s'il fait trop froid ou quoi que ce soit. L'important, c'était d'être là-bas, c'était de vivre ces moments que nous avons vécus et voilà.
On nous avait emporté des choses, il y avait le feu, il y avait tout, mais oui. Bon, merci Iman. Merci à toi. On reste en contact pour la suite. D'accord? Allez, À salut. très bientôt. Salut, prends soin.